Je suis arrivé dans ce cauchemar qu'on appelle la prison, plongé dans un univers de bruits sourds, de murmures rauques et de pas lourds qui résonnent dans chaque couloir crasseux. La lumière blafarde filtre à travers des barreaux rouillés, dessinant des ombres qui dansent sur les murs sales, comme autant de spectres de mon passé. L'air est lourd, empesté d'humidité et de sueur. Chaque respiration me rappelle que je suis désormais prisonnier d'un système corrompu, autant qu'un prisonnier de mes propres démons. La première fois que mes yeux ont croisé celui de Lucas Rex, j'ai senti une lueur fragile d'alliance naître, une étincelle dans cette obscurité oppressante. Il était là, debout dans un coin sombre, son regard froid comme la pierre, mais une sorte de défi masqué derrière ses yeux. « T'es nouveau, hein ?» m'a lancé d'une voix rauque, un sourire en coin qui refusait de dévoiler toute sa psychologie complexe. Je lui ai répondu d'un hochement de tête, méfiant, tout en observant ses gestes précis, ses mains propres malgré la saleté ambiante. Nous avons échangé quelques mots, des phrases courtes, mais il y avait une tension palpable, comme si chaque mot était un pas vers une alliance fragile, un pacte tacite dans ce royaume de sauvages. La violence y est quotidienne, prête à surgir comme une tempête sans avertissement, mais Lucas, malgré ses airs de caïd, semblait cacher une faiblesse profonde, une peur qu'il tentait de dissimuler derrière son arrogance. La prison, je le comprenais déjà, n'était pas qu'un lieu de punition. C'était une scène de lutte silencieuse, une jungle où chaque regard, chaque geste pouvait devenir un acte de survie. Mon corps était encore en état de choc, mais une chose était claire. Je devais apprendre à naviguer dans ce labyrinthe de cruauté et de trahison, et Lucas, avec ses airs de maître de cette cage, était peut-être la clé ou la corde avec laquelle je pourrais me hisser ou me noyer. La solitude y est une compagne constante, mais je sentais qu'au fond, sous cette façade de froideur, il y avait quelque chose de brisé, quelque chose qui pourrait faire de lui à la fois un allié dangereux ou un ennemi mortel. La première nuit, j'ai compris que chaque instant ici serait une lutte pour préserver ce qu'il reste de mon humanité, et que Lucas, malgré tout, pourrait devenir mon plus grand allié ou mon pire antagoniste. Dans l'ombre étroite d'un couloir désert de la prison, où seul le souffle lourd de la poussière flottant dans la lumière tamisée se faisait entendre, Lucas et moi avions trouvé un refuge interdit, un coin à l'abri des regards, où les murmures et les regards suspicieux perdaient leur pouvoir. Je me suis approché, le regard dur, mais une curiosité silencieuse m'a poussé à poser la première question. « Tu crois qu'on peut encore faire confiance à quelqu'un ici ?» Il a esquissé un sourire minimal. Ses yeux pourtant cachaient une lueur trouble. Faut savoir se laisser aller parfois, pour espérer une trêve. Sa voix grave, veloutée, vibrait d'une sincérité presque désespérée, comme s'il voulait semer une graine de complicité dans ce désert de méfiance. Je l'ai observé un instant, chaque muscle tendu, chaque pensée s'entrechoquant entre la méfiance et la nécessité. En haussant les épaules, j'ai répondu « T'es pas du genre à faire confiance facilement, hein ?» Il a ri doucement, un rire amer, puis a penché la tête vers moi, comme pour partager un secret que seul le silence pouvait contenir. Moi, j'ai appris à me méfier, mais ici, il faut aussi apprendre à écouter. Son regard s'est fait plus intense, presque hypnotique. Tu sais, j'ai été comme toi, un gars qui croyait encore à la justice, à l'honneur, jusqu'à ce que... Sa voix s'est éteinte, remplacée par une respiration profonde. J'ai senti une tension particulière monter. Une sorte de pacte tacite se tissait dans cette proximité incertaine. La prison, avec ses murs lépreux et ses ombres mouvantes, semblait témoigner de chaque mot prononcé, de chaque geste prudent. Pourtant, dans cette nuit glacée, ce coin isolé devenait notre seul espace où la méfiance pouvait s'effacer un instant, où deux âmes en perdition tentaient encore de se raccrocher à une lueur d'espoir fragile, sans jamais oublier que chaque confiance pouvait se transformer en piège mortel. La promesse silencieuse que nous échangions dans ce lieu de ténèbres semblait dire « Ici, la loyauté n'a pas de visage, mais peut-être, juste peut-être, qu'elle naît dans la trahison commune. » Au cœur de cette journée lourde de lourdeur, je ne pouvais détourner les yeux de Lucas Rex, maître incontesté de la cour intérieure. Il se mouvait avec cette aisance glaciale, ses gestes précis, presque chorégraphiés, trahissant une maîtrise maladive de la manipulation. Son regard perçait la foule de détenus rassemblés autour de lui, comme un serpent guettant sa proie, et chaque mot qu'il lançait semblait tisser une toile invisible, un filet dans lequel ses victimes se débattaient sans même s'en rendre compte. La scène se déroulait sous un soleil de plomb, mais l'atmosphère dans la cour était aussi sombre qu'un abîme sans fond. Lucas, drapé dans son arrogance,
s'adressait à un jeune homme fragile, qu'il venait de persuader de lui remettre une petite somme en échange d'une protection illusoire. « T'inquiète pas, mon gars, je m'occupe de tout. Tu peux compter sur moi », soufflait-il d'un ton mielleux, tout en caressant doucement la joue du garçon comme un prédateur caressant son futur repas. La voix de Lucas était douce, mais ses yeux lancèrent des éclairs de domination, comme s'il sculptait chaque mot pour en faire une arme psychologique. Il savait que la peur était son allié, et il en jouait à la perfection. Je le regardais de loin, mon regard dur comme la pierre, alors qu'il continuait sans se presser à distribuer ses ordres et ses sourires de façade. À chaque interaction, je percevais cette tension, cette capacité à se faire aimer tout en écrasant ceux qui osaient lui faire face. Son pouvoir, c'était cette habileté à faire croire que tout était sous contrôle alors qu'il tirait les ficelles dans l'ombre. Et pourtant, derrière cette façade de confidence et de charme, je savais qu'il se nourrissait de la faiblesse, qu'il s'abreuverait de leur désespoir pour renforcer son propre empire clandestin. Ce jour-là, dans cette cour poussiéreuse, je comprenais qu'il était plus qu'un simple manipulateur. C'était un maître de la guerre mentale, un loup déguisé en mouton, capable de faire plier n'importe qui, même les plus forts. Et à mesure que je le regardais contrôler cette scène, un frisson glacé parcourut mon échine, car il était clair que Lucas Rex n'était pas seulement un homme dangereux dans cette prison. Il était le reflet d'un pouvoir qui dépassait la rudesse des murs, une ombre qui pouvait hanter plus que la cellule où chaque jour se répète. Sans fin, je marchais dans la cour poussiéreuse, le regard fixé sur le sol, lorsque mes pas me menèrent involontairement devant une porte entr'ouverte d'un local isolé. Curieux, j'y jetai un œil discret, sans vraiment m'attendre à ce que je trouverais. Mon cœur se mit à battre plus fort quand je découvris un vieux téléphone posé sur une table, une conversation en cours affichée à l'écran. La voix de Lucas résonnait en arrière-plan, calme et glaciale. « Si tu veux que tout reste comme prévu, il faut que tu lui dises qu'il n'a plus d'amis, qu'il ne peut faire confiance à personne. Sinon, il va tout découvrir. » La personne de l'autre côté semblait hésitante, mais Lucas, fidèle à son ton manipulateur, insista. « Je ne peux pas faire ça, Lucas. Ça va tout ruiner. » La réponse fut cinglante, tranchante. « Tu n'as pas le choix. Tu sais ce qu'il va se passer si tu fais défaut. » Mon souffle se coupa brutalement. Je fixai l'écran, mes mains tremblant légèrement. Mon cerveau refusait de croire ce que je venais d'entendre. Lucas Rex, mon allié, mon ami, celui en qui j'avais cru, m'avait trahi. La vérité s'étalait devant moi comme une lame glacée. Il m'avait dénoncé à la police, pour je ne sais quelle raison obscure, dans une manœuvre sournoise qui allait me condamner à une longue peine. Mon regard se fixa sur cette capture d'écran, cette preuve indiscutable que tout ce que je croyais de lui était un masque. La douleur, la colère et la honte s'entrechoquaient en moi. Je sentis la bile monter dans ma gorge, une nausée profonde m'envahissant, alors que je réalisais que cet homme, que je considérais comme mon frère de lutte, m'avait poignardé dans le dos, sans la moindre hésitation. Mon poing se ferma instinctivement, comme pour écraser cette trahison, cette faiblesse qu'il croyait pouvoir exploiter. La pierre dans ma gorge devenait insoutenable. La scène se brouillait autour de moi, mais une certitude s'imposa. Cette découverte allait tout changer, et je ne pouvais plus reculer. La vengeance ne tarderait pas. Je le fixais dans la cour sombre de la prison, un endroit où chaque craquement de pierre semblait résonner comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Lucas se tenait là, immobile, un sourire froid figé sur ses lèvres épaisses, ses yeux dégageant cette lueur méprisante que je détestais plus que tout. Il savait ce qui allait suivre. Je le voyais dans la façon dont ses épaules se redressaient légèrement, comme s'il savourait déjà sa victoire. La foule de détenus autour de nous s'était progressivement éloignée, laissant un espace vide où seul le souffle haletant de ma propre colère résonnait. « Alors, Lucas, dis-je d'une voix rauque, chaque mot chargé de brutalité, tu as cru que je n'allais jamais découvrir? Tu crois que je ne savais pas que c'était toi, celui qui m'a vendu comme un vulgaire morceau de viande ?» Sa bouche se releva en un sourire narquois, presque dédaigneux, tandis qu'il inclinait la tête comme s'il se délectait de cette confrontation. « Tu te trompes, Julien. C'est toi qui te tortures avec tes idées. Tu m'as toujours vu comme ton frère. Mais tu ne vois pas que parfois, il faut savoir couper les liens pour survivre. » Je serrai les poings, le regard incandescent, et d'un geste brusque, j'avançai d'un pas, le visage à quelques centimètres du sien. « Tu crois que je vais laisser passer ça? Tu m'as trahi et pour ça je vais te faire payer. » Dans un réflexe instinctif, je fis un pas de côté et levai la main, mon regard glacé fixant son visage.
Tu veux jouer au malin? Très bien. Tu vas goûter à la peur, Lucas. Lentement, je sortis de ma poche une petite cuillère en métal, un objet recouvert de rouille, symbole de ma détermination à aller jusqu'au bout. Je le vis froncer les sourcils, hésitant, mais il n'eut pas le temps de réagir que je me ruai en avant, saisissant son menton d'une main ferme. Tu vas avaler chaque mot que tu as dit, chaque mensonge, chaque trahison. Je le forçai à ouvrir la bouche, et dans un mouvement précis, je fis glisser la cuillère contre sa langue, enfonçant doucement, mais fermement, la pointe contre sa gorge. Tu vas m'entendre, Lucas. Tu vas avaler cette vérité, celle que tu refuses de voir, parce qu'elle est la seule chose qui me reste à te donner. Son regard devint vitreux, sa respiration s'accéléra, et je le sentis frémir sous ma main. Puis, avec une lenteur presque surréaliste, je poussai la cuillère plus loin contre sa langue, jusqu'à ce qu'elle soit contrainte à glisser, à descendre, engloutie dans sa gorge, cette langue qu'il avait utilisée pour trahir notre amitié. Un silence pesant s'abattit. Seul le râle de Lucas se fit entendre, comme si chaque mot qu'il aurait pu prononcer était désormais avalé, perdu dans l'abîme de sa propre trahison. Je reculai d'un pas, le regard brillant de rage et de dégoût, laissant derrière moi cette scène, gravée dans l'esprit de tous, comme un testament cruel de la justice que je voulais lui infliger. Une justice sans pitié, sans remords, où chaque geste comptait pour briser définitivement le masque d'amitié qu'il avait porté si longtemps. Je me tenais là, immobile, le regard fixé sur Lucas dont la silhouette tremblait encore après l'horreur que je venais de lui infliger. La scène s'était gravée profondément dans mon esprit, chaque détail s'imprimant comme une cicatrice indélébile dans mon âme. La promesse de vengeance que j'avais murmurée dans le silence oppressant de cette prison s'était métamorphosée en une certitude glaciale. Il devait payer, mais pas seulement d'une manière banale ou symbolique. Non, je voulais qu'il ressente ce que c'était que de perdre sa voix, sa parole, sa dignité, tout ce qui faisait de lui un homme. La vision de cette langue ensanglantée, envahie par sa propre ombre, hantait désormais chaque instant de ma conscience. Je me souvenais de la première fois où il m'avait trahi. Cette trahison qui m'avait laissé une cicatrice invisible mais profonde, comme si mon propre cœur s'était déchiré en deux. Sa trahison n'était pas simplement un coup porté à notre amitié, c'était une attaque contre mon honneur, une érosion de la confiance que j'avais cru avoir en lui. Je m'étais dit alors, dans un souffle de colère froide, qu'il devait payer, et que la justice ne pourrait être satisfaisante tant que l'équilibre ne serait pas rétabli. La scène où je l'avais confronté, avec un calme qui dissimulait ma fureur intérieure, tournait sans cesse dans ma tête. J'avais observé son regard vacillant, son sourire figé, avant que je ne lui impose ce dernier acte, ce défi ultime, le faire avaler sa propre langue, symbole cruel de sa trahison. Je voulais que cette scène devienne une leçon, un témoignage de la puissance de la vengeance, une démonstration que même dans la noirceur de la détention, la loyauté se paye au prix fort. Je savais que ce geste marquerait l'éclatement de ses illusions, que la douleur physique se mêlerait à la honte et que, dans cet abîme de souffrance, il comprendrait enfin la portée de sa propre trahison. Toute cette idée s'était solidifiée dans mon esprit, comme une promesse que je me faisais, celle d'un dernier acte de justice, où le prix à payer serait le corps et l'âme brisés pour que sa trahison ne reste jamais impunie, aussi atroce que cela puisse paraître. Je voulais qu'il comprenne, dans ces derniers instants, que la loyauté et la confiance avaient un prix et que je n'hésiterais pas à le lui faire payer jusqu'au bout, quitte à transpercer ses illusions, à faire de lui un simple spectre de ce qu'il aurait pu être. Je savais que pour atteindre mon objectif, il fallait que je joue finement avec la psychologie de Lucas, que je transforme la scène en un théâtre où le pouvoir et la soumission s'entrelacent dans une danse macabre. Dans l'ombre d'un couloir isolé, j'avais préparé tout un stratagème, un piège subtil mais cruel qu'il ne pourrait pas discerner tant que j'y mettrais toute ma ruse. La pièce était petite, presque nue, éclairée par une lumière faible et vacillante qui accentuait l'atmosphère oppressante. J'avais disposé une vieille table en bois brut, sur laquelle reposait une assiette simple, un couteau à côté et un verre d'eau à moitié vide. Quand il entra, son regard méfiant se posa sur ce lieu improbable, mais il ne devina pas mes véritables intentions. Je lui tendis un sourire glacé, celui d'un maître face à sa proie, et lui dis d'une voix détachée, presque dénuée d'émotion, « Viens, Lucas, prends une place. Ce n'est qu'un simple déjeuner, mais cette fois, c'est moi qui décide de ce que tu vas avaler. » Il hésita, ricanant nerveusement, mais la curiosité et la méfiance l'emportèrent. Il s'assit, ses mains tremblantes effleurant l'assiette,
alors que je m'installais en face, les bras croisés. Je voulais qu'il sente que chaque mot, chaque geste était chargé de sens. « Tu te demandes sûrement ce que je te prépare », dis-je en approchant lentement la main vers l'assiette. « Ce n'est pas un repas ordinaire. C'est un rite, une mise en scène. Tu as trahi, Lucas. Tu as cru que tu pouvais jouer avec moi, que ton mensonge resterait secret. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que dans ce jeu, il y a des règles, et qu'elles ne se brisent pas sans conséquence. » Je levai le couteau, le faisant scintiller dans la faible lumière, puis je le posai sur la table à côté de l'assiette. Mon regard se fit dur, déterminé. « Je vais te faire avaler ta propre langue, » murmurai-je d'une voix froide en fixant ses yeux. « Parce que cette langue, elle représente tout ce que tu as trahi. La parole, la confiance, la loyauté. Et aujourd'hui, c'est ton corps qui va te rappeler cette trahison, de la manière la plus brutale qui soit. » Il ouvrit grand la bouche, comme s'il voulait protester, mais je levai une main pour l'arrêter. D'un mouvement précis, j'ouvris doucement ses lèvres, glissant le doigt pour l'inciter à ouvrir plus largement. Sa respiration s'accéléra, ses yeux cherchant une échappatoire. Je sortis le petit couteau, la pointe fine, et je le plaçai doucement contre sa langue, qui tremblait comme une feuille dans le vent. La tension monta d'un cran, chaque seconde semblant durer une éternité. « Tu voulais jouer à qui a la plus grosse ?» soufflai-je, ma voix vibrante d'une menace contenue. « Maintenant, c'est toi qui vas avaler ta propre trahison. » Je le forçai à pousser la langue contre la lame, le geste étant à la fois précis et cruel. La sensation de la chair qui se déchire, le goût de sang, l'humiliation de céder à cette humiliation ultime. Lucas gémit, la gorge serrée, incapable de crier, ses yeux emplis de honte et de douleur. Je maintins la pression un instant, puis avec une dernière torsion, je lui fis avaler sa propre langue, un acte qui scella sa trahison et mon pouvoir sur lui. Le silence s'abattit dans la pièce, seulement perturbé par sa respiration haletante, et je sus que cette scène marquerait à jamais la fin de leur complicité. Le jeu était terminé, et dans cette mise en scène macabre, j'avais incarné la justice ultime, une justice qui ne pardonne pas, qui ne laisse aucune échappatoire, une justice faite de sang et de silence. Je le regardais approcher, le sourire figé sur ses lèvres tremblantes, croyant sans doute qu'il s'agissait simplement d'un dernier échange, d'un jeu de pouvoir, une fausse parade pour apaiser ses regrets ou dissimuler sa peur. Son regard cherchait le mien, espérant peut-être une rédemption, une excuse, ou tout simplement une dernière parole avant que tout ne bascule. Je le voyais avancer d'un pas hésitant, ses mains tremblantes cherchant à se calmer, comme si la scène allait se finir par une poignée de main ou un mot de réconciliation. Mais dans mes yeux, il ne percevait qu'une tempête intérieure, une détermination glaciale, prête à faire éclater la vérité qu'il ignorait encore. Lorsqu'il arriva à ma hauteur, je fis mine d'être calme, presque compatissant, et lui tendis un petit objet, un symbole de cette mise en scène macabre. « Tiens, mange ça, Lucas », soufflai-je d'une voix qui se voulait douce, mais qui vibrait d'une menace contenue, étranglée par ma colère. Il prit sans méfiance la pièce, un morceau de tissu que je lui avais préparé à l'avance, et sans comprendre le piège, il le porta à ses lèvres. « Tautusham, qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, le regard confus, ignorant tout du sort qui l'attendait. Je le regardai droit dans les yeux, le cœur serré par l'adrénaline, et lui répondis « C'est ton dernier repas, mon ami. » Son sourire s'effaça, remplacé par une lueur d'angoisse quand il posa le morceau dans sa bouche. Je me rapprochai lentement, mes mains tremblantes aussi, et alors qu'il mâchait pensant à une simple épreuve, j'attrapai un vieux couteau, usé mais pointu, que j'avais dissimulé. En un geste précis, sans hésitation, je lui ouvris la bouche, forçant sa gorge à s'ouvrir dans un frisson de douleur. « Ne crie pas, Lucas » murmurai-je, la voix coupée par la tension, tout en lui maintenant la tête et en lui enfonçant doucement mais sûrement sa propre langue dans la gorge. Sa respiration devint chaotique, ses yeux roulant dans ses orbites, incapable de crier ou de reculer. Il tenta de se débattre, mais la douleur et la stupeur le paralysèrent. Je le forçai à avaler, jusqu'à ce que sa langue disparaisse, engloutie dans un dernier effort de défi ou de soumission, peu importe. Lorsqu'il finit par se calmer, ensanglanté et vidé, je le regardais en silence, le cœur battant à tout rompre, conscient que j'avais franchi une ligne que rien ne pourrait effacer. Dans cette scène suspendue entre horreur et justice, je compris que je venais de lui infliger la pire des trahisons, celle qui le condamnerait à jamais à un silence éternel, un sacrifice ultime pour une illusion de vengeance. Je me tenais là, le couteau tremblant dans la main, le regard fixé sur Lucas,
dont la respiration haletante résonnait comme un rappel de la limite entre la vie et la mort. La pièce était sombre, étouffante, l'air chargé d'une tension qui semblait vouloir exploser à chaque seconde. Mon cœur martelait dans ma poitrine, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Lentement, je me penchai, l'âme acérée prête à trancher, et lui ordonnai d'ouvrir la bouche d'un ton plus ferme que je ne l'avais prévu. « Ouvre !» La voix tremblante, mais déterminée, laissa échapper une promesse de fin ou de renaissance. Lucas, le visage déformé par la peur, écarquilla les yeux, hésita un instant, puis, d'un geste mécanique, fit ce que je lui demandais. La mâchoire crispée, il ouvrit ses lèvres tremblantes, révélant une gorge tendue, un défi silencieux contre l'instant fatal. Je glissai le couteau entre ses dents, la peau brillant sous la lumière blafarde, et dans un mouvement précis et brutal, je lui ouvris la bouche plus grande, plus douloureuse. Le silence se fit, seulement brisé par le souffle court de Lucas. Je pris alors la chair vibrante de sa langue, frémissante, et, avec toute la force que je pouvais rassembler, je lui fis avaler. « Avale, Lucas !» soufflai-je avec une insistance glaciale, tandis que je forçais doucement mais inévitablement sa mâchoire pour l'inciter à engloutir cette partie de lui-même, cette partie qui représentait sa parole, son pouvoir, son identité. La langue rouge et vibrante glissa dans sa gorge, un dernier défi à sa survie, une soumission totale à ma volonté. Il se débattit, ses yeux roulèrent de douleur et de honte, cherchant désespérément à reculer, à crier, mais rien n'échappa. Je maintenais fermement sa tête, le regard fixé sur lui, comme si je voulais graver cette scène dans ma mémoire, dans la sienne aussi. Le bruit de sa gorge qui s'emplissait de cette langue révoltée, cette sensation de la voir glisser, comme un sacrifice ultime, une dégénérescence de tout ce qu'il avait été, m'envahit d'une obscure satisfaction mêlée de répulsion. Lorsqu'enfin il s'effondra, vidé, incapable de produire le moindre son, je restai là, immobile, le cœur battant comme un tambour de guerre, réalisant que je venais de le briser totalement, au-delà de toute rédemption. La salle, silencieuse, semblait retenir son souffle, tandis que je fixais cette scène gravée dans l'ombre, conscient que je venais de commettre la trahison la plus profonde, celle qui le laisserait à jamais muet, enfermé dans un silence qu'il ne pourrait plus jamais briser. Lucas, le corps immobile, tremblait sous la brutalité de l'instant, ses yeux dilatés par la douleur et la stupeur, cherchant désespérément un souffle, une voix qui ne pouvait plus venir. Sa gorge se contractait violemment, comme si chaque muscle voulait repousser l'horreur, mais la scène avait figé son corps dans une cage de silences oppressants. Il tenta de parler et de crier, mais son visage se tordit dans une grimace de frustration, une ultime tentative de briser le mur de l'atrocité, en vain. Sa bouche entr'ouverte, il cracha soudain une gerbe de salive sanglante, comme si sa langue déjà déchirée voulait se libérer de cette prison charnelle, mais la voix restait prisonnière de ses poumons, incapable de s'élever. Son regard se fixa sur Julien, désespéré, suppliant, un mélange de honte et de désespoir dans ses yeux, comme si chaque mot, chaque appel à l'aide, se coinçait dans sa gorge. La scène se cristallisait dans une lenteur macabre. Lucas essayait désespérément de hurler, de protester, mais seul un gargouillement rauque s'échappait, déformé par la douleur et la terreur. Sa poitrine se soulevait violemment, comme si chaque respiration était un combat, et ses mains, tremblantes, tentaient vainement de saisir quelque chose, de se raccrocher à une réalité qui lui échappait. La caméra de Julien filmait, fidèle au devoir de témoigner, capturant chaque mouvement désespéré, chaque spasme de son corps, chaque regard suppliant. Julien, impassible, maintenait l'appareil en main, enregistrant cette scène de déchirure, cette ultime humiliation, où le corps de Lucas ne pouvait que suffoquer, incapable de produire un seul mot, une seule syllabe pour exprimer l'horreur qu'il vivait. La respiration de Lucas se fit plus faible, ses yeux se fermèrent lentement, comme s'il voulait échapper à ce cauchemar, à cette scène où il était devenu la victime de sa propre trahison. Et dans ce silence de mort, seul le souffle rauque de Lucas, entrecoupé de quelques spasmes, trahissait encore la lutte désespérée de son corps contre l'inévitable. Julien, immobile, conscient d'avoir inscrit cette scène dans la mémoire de l'histoire, sentit un frisson glacé parcourir son être, comme si chaque seconde de cette horreur le marquait à jamais. L'atmosphère dans la cour de la prison changea brutalement, comme si un frisson glacé s'était répandu parmi les détenus. La scène de Julien, immobile, maître de la scène, avait laissé tout le monde sans voix, figé entre terreur, fascination et respect mêlé d'horreur. La silhouette de Lucas, prostré, était devenue une statue de douleur et de honte, incapable de produire le moindre son,
son corps tremblant sous le poids de l'humiliation ultime. Certains détenus, d'abord surpris, se mirent à murmurer avec une nervosité palpable. « Tu as vu ça? C'est pas croyable. Il a vraiment fait ça. » D'autres, plus cyniques ou plus habitués à la sauvagerie, lancèrent des regards furtifs oscillant entre curiosité respectueuse et crainte instinctive. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre, parcourant la cour dans un murmure sourd, un mélange de fascination morbide et de peur. Julien, lui, restait impassible, ses yeux froids fixant Lucas, dont la respiration haletante se faisait plus faible, comme si la scène avait retourné en lui toute sa vérité. La foule s'écarta doucement, comme un mouvement instinctif de recul, mais certains restèrent figés, scrutant Julien avec un mélange d'admiration et de dégoût. Un détenu plus âgé, dont la voix tremblait, osa murmurer « C'est pas humain ». Mais c'est aussi la seule façon qu'il lui reste de prendre le dessus, non? Un autre répliqua d'un ton plus sombre « Il faut le laisser, il a marqué la prison là. Personne ne pourra l'oublier, ni lui ni nous. » La scène gravée dans leur mémoire devenait une légende silencieuse, celle d'un homme qui, face à la barbarie, avait choisi la voie la plus extrême, transformant la prison en un théâtre macabre, où la loyauté et la trahison s'entremêlaient dans un ballet de lumières et d'ombres. La tension restait suspendue, palpable, comme si la prison elle-même retenait son souffle, consciente d'avoir été témoin d'une transformation radicale. La scène laissait derrière elle un silence lourd, un écho de douleur et de respect mêlés, qui continuerait à hanter ceux qui avaient été là, témoins d'un acte qui dépassait la simple vengeance pour devenir une déclaration de pouvoir, une déclaration de folie. Julien, maître silencieux de ce drame, savait qu'il venait de marquer à jamais cette communauté, de laisser une trace indélébile dans l'histoire obscure de leur univers clos. Dans le silence pesant qui s'étendit après l'acte, je me tenais là, immobile, le souffle court, face à Lucas, dont le regard fixait le vide, la bouche entr'ouverte dans une expression d'agonie silencieuse. Son corps tremblait légèrement, chaque mouvement semblant lutter contre une douleur insupportable, comme si sa propre chair le trahissait jusqu'à l'ultime limite. La scène, gravée dans la pierre froide de la prison, était à la fois une victoire et une condamnation. Je le regardais, un mélange de soulagement et de culpabilité me nouant la gorge, incapable de détourner les yeux de cette tragédie humaine. La chair de ses lèvres était déchirée, ses traits déformés par la souffrance, et son souffle, réduit à un râle étouffé, oscillait entre l'espoir de crier, de pleurer, de se défendre, mais tout ce qui sortait était un vide abyssal, un appel muet à une justice que je venais de sceller. La tension dans la pièce était palpable, chaque seconde s'étirant comme une éternité, quand enfin, dans un dernier spasme de désespoir, ses mains tremblantes se posèrent sur sa gorge, comme pour arrêter l'inévitable. Mais il n'y eut qu'un silence lourd, assourdissant, qui s'étira jusqu'à ce que ses yeux perdent toute lucidité, ses muscles se relâchent, et que le dernier souffle de sa vie s'échappe dans un souffle désespéré, sans bruit. La scène me hantait désormais, comme une cicatrice indélébile, un rappel que j'avais franchi une ligne que rien ne pourrait effacer. En le voyant ainsi brisé, privé de parole, je ressentais une étrange ambivalence, un sentiment de triomphe mêlé à une douleur sourde, comme si la justice que j'avais exercée s'était muée en une punition bien plus profonde, une perte irréversible de son humanité. Mon regard se perdit dans le sien, vidé, tandis que l'écho de sa dernière tentative de protestation résonnait dans mon esprit, un dernier cri silencieux qui allait me hanter à jamais. Car dans cette prison de pierre et de silence, j'avais décidé de tuer non seulement sa voix, mais toute sa dignité et peut-être, au fond, une partie de moi aussi. Julien restait immobile dans sa cellule, le regard fixé sur l'image gravée dans sa mémoire. Lucas, à genoux, les épaules tremblantes, sa langue tranchée laissant échapper un flot de sang et de silence. La scène s'était déroulée dans un éclat de folie, un instant précis où la justice s'était transformée en une monstruosité inoubliable. Le bruit de sa respiration se mêlait aux échos lointains de cette horreur, comme si chaque souffle portait le poids d'un crime irréversible. Il se surprenait à se demander si cette vengeance avait encore un sens, si le prix payé valait la peine d'être supporté. La prison, autrefois un lieu de réclusion, était devenue un tribunal où lui seul jugeait désormais ses actes, où chaque mur semblait résonner de ses doutes et de ses remords. « Qu'est-ce que j'ai fait, au fond ?» murmura-t-il dans un souffle rauque, ses doigts caressant la surface froide du mur. La pièce était plongée dans une pénombre pesante, et seul le maigre rayon de lune filtrant par une fissure dessinait des ombres mouvantes sur le sol poussiéreux.
Son visage, marqué par la tension et la culpabilité, se déforma lorsqu'il pensa à la scène. Lucas, incapable de prononcer un mot, avalant sa propre langue, comme pour engloutir toute trace de trahison, tout ce qui pouvait encore faire de lui un homme. « Ai-je vraiment triomphé ?» se questionna-t-il, les yeux embués, tandis qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. La réalité s'imposa avec brutalité. Il avait brisé non seulement son corps, mais aussi l'essence même de leur lien, une amitié tissée dans la douleur et la confiance. La question persistait, lancinante, obsédante. Était-ce la justice ou la monstruosité qui l'avait guidé dans cet acte ultime? La frontière semblait floue, chaque pensée creusant un fossé entre la moralité et la barbarie. Julien sentit ses muscles se tendre à nouveau, son cœur tambourinant dans sa poitrine, comme pour exorciser cette crise intérieure. « Peut-on se regarder dans un miroir après ça ?» se demanda-t-il, conscient que cette scène macabre marquait aussi sa propre chute, une transformation irréversible. La prison l'avait changé, l'avait façonné en un spectre de lui-même, un homme à la fois libéré et consumé par un besoin de justice dévoyé. Son regard se porta sur la porte verrouillée, comme si elle détenait la clé de sa conscience tourmentée. Il savait que désormais, plus rien ne serait comme avant. Il avait franchi une ligne invisible, celle qui sépare la vengeance de la damnation. Et tandis qu'il se recroquevillait dans l'obscurité, il sentit monter en lui une dernière question. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour apaiser cette haine qui me dévore? Je me tenais là, immobile, face à Lucas, dont le regard vidé fixait le sol comme s'il pouvait encore fuir sans bouger. La faiblesse de ses muscles, la respiration haletante disaient tout de sa lutte intérieure, mais dans ses yeux je percevais une flamme fragile, une étincelle de défi qui refusait de s'éteindre. Il n'avait plus de voix, plus de paroles pour hurler sa douleur ou mailler ses remords, mais son esprit résistait encore, comme un dernier bastion contre l'effondrement total. Dans le silence pesant, j'ai senti un frisson parcourir ma nuque, comme si une force étrangère, presque surnaturelle, tentait de se manifester. Lucas, malgré sa faiblesse exceptionnelle, contracta ses paupières, puis ses muscles faciaux tentant instinctivement de mobiliser quelque résistance mentale. Je pouvais presque entendre ses pensées comme un murmure intérieur. « Tu ne peux pas me faire ça !» Sa pâleur accentuait la tension qui vibrionnait dans l'air lourd de la cellule. Lentement, il releva la tête, ses pupilles oscillant dans des reflets d'ombre, cherchant un signe de révolte ou de capitulation. Son regard chargé de souffrance traversa le mien avec une intensité presque surnaturelle, comme s'il voulait me dire quelque chose sans un mot. Je vis alors, dans ce regard, la lutte désespérée d'un homme incapable de parler, mais encore capable de penser, de résister, de se révolter contre la barbarie que je venais de lui faire subir. La scène semblait suspendue dans un mélange d'horreur et de fascination, chaque seconde creusant davantage la distance entre la justice et la vengeance. Mon souffle s'accéléra, mon cœur tambourina dans ma poitrine, tandis que je restais figé face à cette bataille mentale invisible qu'il menait contre moi. La tension montait, palpable, comme un coup de tonnerre intérieur qui allait tout faire exploser ou tout faire basculer dans un silence assourdissant. Et dans cet instant suspendu, je compris que même dans sa faiblesse, Lucas tentait encore de maîtriser sa dernière bataille, une ultime démonstration que l'esprit peut être encore plus puissant que la chair, même lorsqu'elle est brisée. Dans le silence pesant de la pièce isolée, où l'obscurité semblait avaler chaque souffle, je me tenais face à lui, le regard fixé sur ses yeux vitreux, dénués de paroles, mais emplis de toute une tempête intérieure. La respiration courte, le corps tremblant encore de l'acte que je venais d'accomplir, je sentais le poids de la culpabilité et de la vengeance se mêler dans une tension insoutenable. Lentement, je me suis approché, mon visage à quelques centimètres du sien, et j'ai sorti une vieille pièce de monnaie de ma poche, symbole d'un dernier choix, d'un dernier acte de rédemption qu'il ne pourrait peut-être jamais saisir. « Lucas !» murmurait d'une voix rauque cassée par l'émotion, « tu peux continuer à te taire, ou alors tu peux choisir de parler, de te libérer même si c'est pour avouer ta trahison, même si je sais que ça te condamne. » Je me suis arrêté, observant ses lèvres sèches, ses joues creusées par la douleur, conscient que chaque mot pouvait être une dernière chance ou une ultime humiliation. Il a levé une main tremblante, comme pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Je lui ai tendu la pièce, symbole d'un pacte impossible, en lui disant « Fais ce choix. Délivre-toi ou laisse cette cicatrice te hanter jusqu'à la fin. » Un silence lourd s'est installé, où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini,
comme si le temps lui-même retenait son souffle, attendant de voir si cet homme brisé, incapable de parler, pourrait enfin se libérer de son propre silence ou sombrer définitivement dans la nuit intérieure qu'il portait. La seule réponse qu'il m'a donnée, sans un mot, a été un regard chargé de douleur et de résignation, une dernière déclaration muette, une acceptation ou une défiance qui résonnait plus fort que n'importe quelle parole dans ce théâtre macabre où la justice se faisait désormais dans le froid de l'âme et la cruauté de l'instant. Dans cette cellule sombre, à la lueur pâle d'une lampe suspendue au plafond, je me tiens face à Lucas qui n'est plus qu'une ombre décharnée de lui-même. Son regard vide cherche encore une étincelle de défi, mais tout ce qu'il y a, c'est une stupeur muette, une douleur silencieuse qui transperce ses yeux vitreux. La pièce est étouffante. Le silence entre nous est presque un cri sourd qui résonne dans chaque râle de sa respiration. Je sens mon cœur battre à tout rompre, partagé entre la rancune glaciale et la nécessité de fermer cette spirale infernale. Lentement, je m'approche. Mes pas résonnent comme un écho de ma propre détermination. Mon visage est impassible, mais à l'intérieur, une tempête fait rage. Je déploie une main ferme vers lui, tenant un vieux morceau de verre émoussé que j'avais dissimulé dans ma poche. « Tu crois vraiment que tout est fini ?» murmurai-je, la voix rauque, presque un souffle. Lucas ne répond pas, mais je vois la peur dans ses yeux. Cette peur qu'il a longtemps ignorée ou refoulée. Je me baisse. Mon regard glacé croise le sien. Puis je lui tends le fragment, le doigtant avec précision pour que chaque mouvement soit une déclaration de puissance. « Tu vas avaler ça. Pas parce que je le veux, mais parce que c'est la seule façon de briser le silence qui te hante. » Sa lèvre tremble. Il ouvre la bouche, tremblant comme un condamné devant l'échafaud, puis je le pousse doucement, fermement, contre ses dents. La scène devient une chorégraphie macabre. Il lutte. Ses globes oculaires s'écarquillent, cherchant à refouler l'horreur. Lentement, je presse, je force, jusqu'à ce qu'un son étouffé sorte de sa gorge, un gémissement déchirant mêlé de honte et de douleur. Son corps se tord, ses poings claquettent contre la paroi, et dans un dernier effort désespéré, il avale encore et encore la langue coupée, comme s'il voulait engloutir sa propre identité, sa voix, sa dignité. Je reste là, immobile, filmant chaque instant avec une froideur calculée, conscient que cette scène scelle le pacte de notre destruction mutuelle. La pièce devient un tombeau, où la justice se transforme en cruauté, où le pouvoir ne se mesure plus en mots, mais en actes impitoyables. Lucas, acculé, n'a plus de mots, plus de souffle, seulement la lourde présence d'une douleur irréparable. Et moi, je ressens enfin la dernière pièce d'un puzzle qui a brisé à jamais ce qu'il restait de mon humanité. Dans la pénombre étouffante de la cellule, Lucas, allongé sur le sol, tremblait comme une marionnette dont les fils se seraient brusquement déchirés. Son regard vide fixait le plafond fissuré, mais en son esprit, une bataille furieuse faisait rage. Il sentait la douleur cuisante de la scène qui venait de se jouer. Cette scène où il avait été réduit à l'état d'humiliation ultime, contraint d'avaler sa propre langue comme un dernier acte de défi désespéré. Pourtant, dans un ultime réflexe de résistance, une petite voix intérieure lui susurrait, sourde mais persistante, qu'il pouvait encore se rebeller, même dans ce silence imposé par la barbarie. Mais il savait au fond de lui que chaque fibre de son corps était brisée, que chaque souffle était une victoire éphémère sur sa soumission. Lentement, ses dents se serrèrent, et dans un geste presque involontaire, il mordit sa propre langue comme pour tenter d'y accrocher une lueur d'espoir ou de révolte. Mais ses mâchoires, faibles, cédaient peu à peu. Son esprit, cependant, restait lucide. Il comprenait que l'instant était venu de faire un choix, se battre ou capituler. La douleur le transperçait, mais il sentit aussi une étrange paix naître du fait d'avoir accepté sa défaite totale. Son regard se ferma un instant, comme pour se couper du monde extérieur, puis il rouvrit les yeux, fixant intensément Julien, qui l'observait avec cette froideur calculée qui avait déjà tout détruit en lui. Dans un souffle presque inaudible, Lucas murmura comme une ultime confession silencieuse « Si c'est ça la fin, alors je la prends ». Son corps tremblait de faiblesse, mais son esprit, lui, refusait de céder complètement. Il savait que, dans cet abandon, il venait d'embrasser la plus grande forme de révolte, celle qui consiste à accepter la soumission ultime pour préserver ce qu'il lui restait d'humain, même si le prix en était une langue coupée et une parole définitivement perdue. Dans cette obscurité oppressante, il mordit encore, cette fois mentalement, ses propres pensées de révolte, se préparant à affronter l'ultime capitulation, celle qui faisait de lui un martyr silencieux, dans la scène la plus terrible qui puisse naître de la cruauté humaine.
lorsque la lourdeur du métal de la porte se fit enfin entendre, annonçant la fin de mon séjour en captivité. Je me levai lentement, chaque pas résonnant comme un rappel du poids que j'avais porté. La lumière blafarde du couloir extérieur filtrant à travers les barreaux semblait accentuer la froideur de mon regard, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui faisait rage en moi. J'avais accompli l'irréparable, un acte qui marquait à vie ma transformation. En laissant derrière moi cette prison sordide, je portais avec moi un symbole, un fragment tangible de ma vengeance, une petite boîte en bois, finement sculptée, contenant une seule chose, une langue, celle de Lucas, conservée comme un trophée macabre. Je la serrai contre ma poitrine dans une main tremblante, comme pour préserver ce qui restait de mon humanité perdue. La scène s'imposa à mon esprit. La dernière confrontation, là-bas, dans cette pièce isolée où j'avais forcé Lucas à avaler sa propre langue, le moment où ses yeux s'étaient vidés de leur éclat, remplacés par un mélange de douleur et de honte. Je me souvenais de ses lèvres entr'ouvertes, de cette sensation viscérale, presque surnaturelle, de voir cette langue se dérober, comme si la chair même de sa parole avait été arrachée. Maintenant, il était réduit au silence, à un état d'agonie mentale, condamné à ruminer ses trahisons sans plus jamais pouvoir vocaliser sa culpabilité. Mon regard se porta longuement sur la boîte, symbole ultime d'un pouvoir que j'avais voulu dominer, un rappel de la frontière que j'avais franchie, celle entre justice et barbarie. Je savais que, même en quittant cette prison, je ne pourrais jamais vraiment échapper à ce poids, à cette sensation de m'être perdu en chemin. La clé tourna dans la serrure, et lorsque la porte s'ouvrit, je sortis dans le monde extérieur, enveloppé d'un silence lourd, comme une dernière étreinte de la scène d'horreur que j'avais créée. Je laissais derrière moi cette existence, mais le souvenir de cette langue coupée, conservée dans cette boîte, resterait à jamais gravé dans ma mémoire, comme le symbole d'un pouvoir absolu, mais aussi d'une perte irrémédiable. Mon regard s'attarda un instant sur la silhouette de la prison, puis je pris une profonde inspiration, prêt à affronter ce qui m'attendait, transformé à jamais par la vengeance, porteur d'un fardeau que personne ne pourrait jamais vraiment comprendre. Je me tenais seul dans cette pièce sombre, éclairé seulement par la lueur blafarde d'une lampe vacillante, mon regard fixé sur le fragment soigneusement placé sur la table en bois brut. C'était une partie de la langue de Lucas, une relique macabre reflet de tout ce qu'il avait perdu, de ce qu'il ne pourrait jamais retrouver. La chair coupée, si mince, si fragile, semblait presque vivante sous la lumière, comme si elle retenait encore le souffle de ses cris silencieux. J'avais passé des heures à préparer cette scène, à visualiser chaque instant, chaque respiration haletante, chaque torsion de ses muscles crispés par la douleur. La pièce était silencieuse, mais mon esprit résonnait d'un chaos sourd, un tumulte intérieur que je ne pouvais contenir. Mon poing se serra autour d'un petit miroir, un symbole de ma propre incarnation, de cette justice déformée que je voulais imposer. Lentement, je pris la petite pièce, la glissai entre mes doigts tremblants, et la portai à mon visage comme si c'était un talisman, une clé pour comprendre la frontière floue entre la vengeance et la damnation. Mon regard se perdit dans le vide, ses pupilles dilatées culminant dans une confession muette. Jusqu'où étais-je prêt à aller pour respecter une loyauté brisée? La vérité éclata en moi comme un coup de tonnerre, brisant le dernier mur de ma conscience. La trahison de Lucas, cette trahison qui m'avait détruit, m'avait aussi libéré. C'était la fin d'un cercle vicieux, un cercle où la haine avait remplacé la justice, où la brutalité était devenue ma seule vérité. Je sus alors que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. La scène dans laquelle il avait avalé sa propre langue, cette métaphore de la silence forcé, de la parole volée, résonna en moi comme une condamnation. Je le regardai une dernière fois, ses yeux vides, ses lèvres closes, comme si même dans la mort il refusait de parler, de confesser. Avec un soupir profond, je posai la pièce sur la table, puis me levai lentement, mon corps lourd de souvenirs et de culpabilité. La pièce se vida d'un seul coup, ne laissant derrière elle que mon souffle haletant et cette vérité amère. Dans la quête de justice, j'avais oublié que le vrai prix de la loyauté, c'était la perte de l'âme. Je me tiens seul dans cette pièce sombre, les yeux fixant le vide, le cœur lourd comme une pierre qui ne veut pas se soulever. La scène de Lucas avalant sa propre langue, cette image gravée dans ma mémoire, ne cesse de résonner en moi comme un écho funeste. Je ne peux m'empêcher de repenser à cette vérité cruelle. Jusqu'où la justice peut-elle sombrer dans la barbarie? La frontière entre le droit et la sauvagerie s'est effacée ce jour-là, lorsque j'ai décidé de faire payer le prix ultime à celui qui m'avait trahi. La scène,
si presque surnaturel dans sa brutalité, m'a laissé avec un sentiment ambigu entre soulagement et horreur, comme si j'avais franchi un seuil que rien ne pourrait repousser. La prison, jadis un lieu d'enfermement, est devenue mon sanctuaire obscur où j'ai façonné ma propre justice, une justice qui ne connaît ni pitié ni remords. Lucas, allongé sur le sol, sa bouche ouverte comme un dernier refuge, ses yeux vitreux cherchant une lueur de rédemption, m'a offert une dernière leçon silencieuse. La trahison ne se pardonne pas. Elle se paie et souvent à un prix incommensurable. « Tu voulais survivre à tout prix, Lucas », murmurai-je, ma voix tremblante mais ferme. « Tu as choisi ton camp, et moi j'ai choisi le mien. » Je vois dans son regard cette soumission totale, cette acceptation d'un destin que j'ai voulu cruel, parce que la loyauté a un prix, et que parfois il faut le payer jusqu'à la dernière goutte. Pourtant, derrière cette façade de vengeance, je sens poindre une étrange tristesse, une conscience qui refuse de céder totalement à la barbarie. La justice, me dis-je, n'est qu'un mur fragile, une illusion que l'on détruit pour se sentir maître de son propre sort. Et maintenant, alors que je quitte cette pièce, que j'efface cette scène de ma mémoire, une question persiste. Étais-je un héros ou un monstre? La réponse m'échappe, noyé dans la pénombre de cette prison intérieure, où chaque cicatrice, chaque acte, porte en lui le poids indélébile de la loyauté trahie. La véritable vengeance, pensais-je, ne réside pas seulement dans la douleur infligée, mais dans cette conscience amère que l'on a détruit ce que l'on cherchait à protéger. Et c'est cette réflexion, plus qu'aucune autre, qui me suivra longtemps, comme une ombre inéluctable dans le silence de ma propre rédemption impossible.